Certains voient l'activité physique comme un investissement pour leur santé et leur bien-être. Vous voulez en faire partie ? Bienvenue chez Movemental. Je m'appelle Magali Dubois et je m'adresse particulièrement aux non-sportifs et à tous ceux qui aimeraient enfin réussir à adopter un mode de vie actif dans la durée. C'est en vous partageant des connaissances, des expériences et des points de vue différents que j'ai l'intention de vous aider à bâtir l'état d'esprit et la motivation nécessaires pour le faire. Alors j'espère que ça vous aidera et que vous aurez envie d'en parler autour de vous. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast Movemental. Aujourd'hui, on va traiter de l'activité physique, bien sûr, comme d'habitude, mais surtout du sujet de l'alimentation. Et j'ai avec moi Mathilde Mény, qui est diététicienne nutritionniste, et qui va pouvoir répondre à pas mal des questions que vous posez certainement. Sachant que l'idée de cet épisode, c'est vraiment de vous apporter un petit peu plus de clarté par rapport à votre alimentation, c'est-à-dire comment manger de manière équilibrée. Et puis on va aussi faire le lien avec l'activité physique, c'est-à-dire peut-être quoi manger, quand on fait de l'activité physique. Mais aussi, comme on est au mois d'octobre, on va aller aborder le sujet du cancer. On va essayer de traiter certaines questions, alors soit que vous vous posez directement si vous êtes concerné par la maladie, soit tout simplement pour parler un petit peu de prévention, puisque c'est donc Octobre Rose. Et alors vous ne le savez certainement pas, mais l'alimentation déséquilibrée serait à l'origine de 19 000 nouveaux cas de cancer par an. Et donc, je suis avec Mathilde, qui est aussi spécialisée sur le sujet et qui va pouvoir nous en dire un petit peu plus. Je te souhaite la bienvenue. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis ravie. C'est un grand plaisir. Et tu vois, je demande toujours un peu la même chose aux invités que j'ai. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter simplement, tout en sachant que de toute manière, on va apprendre aussi à te connaître au fur et à mesure de l'épisode? Je m'appelle Mathilde Mény, donc comme tu l'as dit, je suis diététicienne nutritionniste. Je travaillais effectivement en cancérologie, c'est d'ailleurs là-bas qu'on s'est rencontrés. Et actuellement, je suis plus qu'en libéral. Donc voilà, j'ai une activité assez variée parce que je fais à la fois des interventions en entreprise, à la fois des consultations en cabinet et pas mal d'autres petites choses comme des podcasts, voilà. Et pas mal de contenu, on Et pas mal y de reviendra contenu. et je mettrai d'ailleurs tes coordonnées pour qu'on puisse retrouver tous tes conseils directement dans la description de l'épisode. Alors, il y a une question avant qu'on rentre dans le vif du sujet que j'ai envie de te poser, c'est en fait qu'est-ce qui te passionne tant, tu vois, avec la diététique, l'alimentation, ces sujets? Alors, qui me passionne, moi, je pense que c'est parce que c'est très central, l'alimentation. Et en fait, je me rends compte que ça intéresse tout le monde, de près ou de loin. Et que dès qu'on parle d'alimentation, ça met en consensus en général et tout le monde est assez intéressé. Que ce soit vraiment de manière spécifique sur un sujet particulier, l'alimentation du sportif, l'alimentation dans le cadre du cancer ou l'alimentation en général. Tout le monde a toujours des questions, ça amène souvent des discussions et du coup je trouve que c'est assez intéressant. Et après moi je suis assez persuadée que c'est au centre de beaucoup de choses, si ce n'est pas de tout ou presque. Donc du coup je trouve ça passionnant de voir à quel point quand on mange bien on peut résoudre certaines choses et à l'inverse, quand on mange mal, ça peut créer aussi certains maux. Ouais, exactement. Et c'est drôle que tu dises ça parce que je me dis un peu pareil pour l'activité Ouais. physique. Mais d'une certaine manière, les deux se complètent et Ouais. l'un ne va pas sans l'autre. On y reviendra, je pense. Mais voilà, ça me paraît assez évident ce que tu dis. Et alors, si on rentre tout de suite dans le sujet, j'aimerais bien qu'on tire un peu des grands principes de l'alimentation équilibrée. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par manger de manière équilibrée, tu vois? C'est ce que j'allais dire parce que quand j'ai dit tout à l'heure manger, quand on mange pas bien, en fait, je sais pas si on peut vraiment pas bien manger, enfin en tout cas, ou très bien manger. Je pense qu'il y a un équilibre effectivement. On parle souvent du 80-20, le fait de manger 80% du temps, essayer de manger bien, et puis 20% des fois de se faire un peu plaisir, voilà. Donc manger équilibré, ça veut surtout dire essayer de manger de tout, essayer de manger varié, je pense. Et après, l'équilibre alimentaire, ça veut dire déjà, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire peut-être la répartition dans la journée, combien de repas on fait, est-ce qu'on mange qu'une fois, est-ce qu'on mange 3 fois, est-ce qu'on mange 4 fois, donc essayer de trouver peut-être un équilibre là-dessus. Et après, qu'est-ce qu'on met dans son assiette, donc qu'est-ce qu'on met au petit déjeuner et qu'est-ce qu'on met sur les repas principaux. Ouais, tu vois,
juste quand tu parles de manger une fois, 3 fois, 4 fois, enfin, c'est vrai que moi, j'ai pas forcément ça en tête parce que selon comment on est éduqué, eh bien, je sais pas, moi, par exemple, on a toujours mangé 3 fois dans ma famille. Ouais. Ça me paraît une évidence, tu vois. Mais pourtant, c'est peut-être pas le cas Et pour tout le non, monde. et en plus, il y a aussi beaucoup de cette idée reçue, effectivement, qu'il faut pas manger entre les repas. Donc, il y a aussi quand même beaucoup de gens, globalement, qui ont faim des fois entre les repas, mais qui s'interdisent de manger, bah, parce que, comme tu dis, dans l'éducation, on a l'habitude d'avoir 3 repas dans la journée. Et du coup, ça, je trouve, c'est une problématique que je vois souvent en consultation. Typiquement, ce qui arrive souvent, c'est vers 17-18 heures, le fait d'avoir faim et de soit se mettre à grignoter et du coup être un peu tout de suite dans la culpabilité parce qu'on ne voulait pas manger en dehors des repas, soit s'interdire entre guillemets de manger à ce moment-là parce qu'on n'est pas à un horaire de repas et du coup dîner un peu trop copieux, un peu trop riche ou un peu trop. Donc c'est des idées reçues aussi et du coup c'est pour ça que l'équilibre alimentaire, je pense qu'il est difficile à définir vraiment parce qu'il dépend aussi de beaucoup de personnes, il dépend donc de nous, il dépend de notre activité, il dépend je pense aussi de la région dans laquelle on vit, enfin du pays bien évidemment. Ouais, c'est aussi culturel. Ouais, complètement. Oui, Ouais. oui, Mais complètement. toi, par exemple, quand t'as quelqu'un qui se présente dans ton cabinet, qui, on va dire, n'a pas forcément les bons repères, encore une fois Ouais. entre guillemets, par quoi est-ce que tu commences Bah, en sur ce général, sujet? je commence vraiment à m'adapter en fonction de lui et surtout de sa problématique. C'est-à-dire que enfin, on va pas se mentir, c'est souvent quand même les mêmes problématiques qui reviennent. Euh, Comme quoi, par exemple, tu vois? Bah, comme la fringale dans la matinée ou justement la fringale de fin de journée, c'est quand même souvent ça. Donc du coup, il faut creuser un peu. Est-ce que le problème, entre guillemets, c'est le petit déjeuner? Est-ce que c'est quelqu'un qui prend pas le temps de petit déjeuner ou qui a peut-être pas un petit déjeuner optimal? Si c'est la fringale dans la matinée, est-ce que c'est quelqu'un qui travaille très tôt et qui du coup doit déjeuner très tôt et mange un peu plus tard, donc du coup il faut lui trouver des aliments ou peut-être une collation pour qu'il tienne. Et à l'inverse, bah, si c'est la fringale de fin de journée où effectivement du coup il se retrouve avec un dîner un peu trop copieux, un peu trop important, est-ce que son repas du midi est optimal? Est-ce qu'il pourrait pas rajouter quelque chose dans l'après-midi? Et ça va dépendre oui, de son boulot, si c'est un travail sédentaire, si c'est un travail de force, s'il a des horaires à respecter, s'il travaille de la maison. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui rentrent C'est en complexe, hein? considération. Oui, c'est assez complexe. Mais c'est surtout très personnel, ouais. Oui. Même si toutes les problématiques sont... Enfin, c'est souvent les mêmes problématiques qui reviennent. C'est quand même au final très personnel en fonction de la personne qu'on a devant nous, ouais. Et alors, quelles pourraient être, tu vois, euh, un peu les grandes lignes, si on a envie d'améliorer un peu notre alimentation, ou alors, tu vois, je te le pose un peu différemment, quelles questions faudrait qu'on se pose justement pour savoir si on est sur la bonne voie au niveau de notre Eh alimentation? ben, comment on se sent en termes de... Je pense que la première question à se poser, c'est comment on se sent tout au long de la journée. Est-ce qu'on a l'impression d'avoir suffisamment d'énergie? Est-ce que on se réveille fatigué ou au contraire, on est quand même relativement en forme? Après, l'alimentation, elle est effectivement liée à l'activité physique, mais aussi beaucoup au sommeil et au stress. Donc, c'est souvent des questions que je pose, enfin, même avant l'alimentation, j'aborde tout ça en consultation parce que c'est important aussi de savoir est-ce que je me réveille le matin fatiguée parce que j'ai pas bien dormi, ce qui est une possibilité, mais si j'ai bien dormi, est-ce que justement c'est pas le côté de l'alimentation ou l'activité physique ou le stress qui est... Enfin, je pense qu'il faut prendre en compte toutes ces problématiques-là. Et du coup, la première question, je pense que c'est ça, effectivement, se demander si on est globalement en forme, si on sent voilà, qu'on a de l'énergie pour faire un peu du sport. Est-ce que en termes d'irritabilité, d'humeur aussi, comment on est? En termes de cycle, si on est une femme aussi, je pense que c'est des questions à se poser pour voir un peu déjà si avoir une petite idée sur son alimentation. Et après, oui, les grandes lignes, effectivement, je pense que c'est ça, c'est peut-être les 3 repas principaux, savoir s'ils sont bien composés. Enfin, c'est souvent, les gens viennent souvent aussi me voir pour ça, pour s'assurer qu'ils font les choses bien. Bien, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos sur l'alimentation de partout aujourd'hui. Donc à la fois c'est bien et à la fois je pense qu'il faut aussi se recentrer parce que des fois on peut avoir tendance à s'éparpiller, à vouloir... Enfin, peut-être notre repas principal n'est pas forcément optimal et on aimerait rajouter des choses parce qu'on a entendu que c'était bon, que machin. Et c'est peut-être pas la priorité, effectivement. Je pense que la priorité, c'est Ok. vraiment la base avec les trois repas. Déjà faire le point là-dessus, quoi. Donc, par rapport une fois qu'on a vérifié un peu, tu vois, les 3 repas, comme tu viens de le dire, à l'intérieur des repas, sur quoi est-ce qu'on peut se concentrer? Parce que comme tu le dis,
on entend des infos de tous les côtés. Oui, il faut manger 3 noix, il faut manger ci, ça. Ok. Peut-être à quoi doit ressembler une assiette classique, équilibrée, telle que tu l'entends? Alors, avant toute chose, je pense qu'il faut tester des choses pour soi. Comme on l'a dit avant, c'est individuel, ça dépend de beaucoup de choses, de nous, comment on réagit, ça dépend de notre boulot, ça dépend de nos habitudes. Donc, je pense que le mieux, c'est pas de prendre quelque chose qu'on a vu quelque part et de se l'appliquer à soi, c'est déjà de tester et de voir si ça nous convient. Il y a des choses qui peuvent très bien convenir à notre voisin et pas à nous, donc je pense que le mieux, c'est vraiment d'essayer. Convient, tu veux dire, par exemple, sur... Oui, sur le plan digestif, sur le plan même du goût. Enfin, je veux dire, il y a des gens, manger des œufs le matin, ça va pas du tout leur donner envie, et dans ce cas-là, je pense que c'est pas utile de se forcer, parce qu'il y a plein d'autres possibilités, effectivement, pour manger le matin. Donc si on parle, déjà qu'on commence par le petit déjeuner, effectivement, le plus intéressant, d'un point de vue énergie, d'un point de vue rassasiement, c'est de manger salé le matin. Salé ou gras, ou les deux. Donc quand on entend gras, on entend plutôt du bon gras, hein, pas forcément... Tu nous diras peut-être après ce que t'entends, parce que justement, on a peut-être tous un repère différent là-dessus. En termes de gras. Mais voilà, le salé, effectivement, c'est ce qui n'est pas forcément culturel chez nous, mais c'est ce qui est le plus recommandé et ce qu'on entend aussi le plus aujourd'hui. En tout cas, c'est salé ou pas trop sucré. C'est-à-dire qu'on peut avoir des alternatives qui sont plutôt à dominante sucrée, mais qui feront pas un gros pic de glycémie dans la matinée. C'est ça qu'on recherche en fait. Avec le salé, l'avantage, c'est que au niveau glycémie, donc la glycémie, c'est le taux de sucre qui est dans le taux de sucre dans le sang, le glucose dans le sang. Et du coup, en mangeant très sucré, on va avoir un pic de glycémie qui va faire que tout de suite après le petit déjeuner, en général, on est très en forme parce qu'on a tout de suite de l'énergie. Et très vite, on va avoir un coup de barre, le fameux coup de barre de 10 heures, la fringale, la baisse de concentration quand on est en réunion, le petit coup de fatigue, l'envie de manger. Donc ça, c'est vraiment lié au fait d'avoir eu ce pic. Exactement. Parce que si on mange trop sucré, par exemple, le matin. Oui, c'est ça. C'est le fait d'avoir été à jeun toute la nuit et de venir le matin avec un petit déjeuner à dominante très sucrée. Alors là, c'est typiquement un bol de céréales unique et des céréales très sucrées, ou un verre de jus de fruits uniquement, ou du pain blanc avec du Nutella, par exemple, vraiment si on veut un peu tirer le trait. Encore, le Nutella, c'est pas... il y a un peu de gras dedans, donc ça limite un peu. Mais voilà, vraiment, globalement. Après, du coup, on peut composer. C'est-à-dire que ça, schématiquement, c'est des petits déjeuners qui sont très sucrés, mais on peut rajouter des choses à côté. Donc, si j'ai du pain blanc, par exemple, je peux mettre des œufs. Le fait d'avoir un peu des protéines à côté, ça va diminuer l'impact du pain blanc. Alors que si j'avais mis de la confiture, ça aurait fait double sucre. Le pain blanc, qui en soi n'est pas sucré mais se digère vite, et la confiture. Alors que si je viens mettre des œufs, du coup, ça limite un peu. Donc c'est pour ça, on peut toujours trouver des compromis aussi. C'est pour ça que je pense que c'est important de ne pas se forcer à manger des choses qu'on n'apprécie pas forcément, parce qu'en réalité, l'alimentation est tellement riche qu'on peut trouver dans le panel alimentaire des choses qui nous conviennent. Si on n'aime pas manger salé le matin, c'est possible aussi peut-être de faire des porridge ou des choses comme ça à base de flocons d'avoine, parce que ça, c'est des aliments qui contiennent pas mal de fibres. Donc du coup, sur la glycémie, les fibres aussi, ça permet de ne pas avoir ce pic, justement. Et le porridge, on peut mettre un peu de miel dedans, on peut mettre des fruits pour avoir une touche un peu sucrée. Donc on est sur quelque chose de moins sucré, mais plus intéressant, effectivement. Ouais. Et tu vois, quand je t'écoute et que tu dis il faut éviter d'aller sur des choses qui nous donnent pas envie, etc. Et moi, je me rappelle qu'avant, le salé, ça passait pas du tout, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est aussi une question d'habitude. Parfois, on a l'impression qu'on n'aime pas parce qu'on est habitué à tu vois, un petit déjeuner, par exemple, très sucré. Et moi, c'était le cas avant. Et maintenant, je suis capable de manger un peu n'importe quoi. Et oui, non, mais c'est sûr. Et c'est pour ça que je disais avant que c'est hyper important d'essayer et d'observer. De toute façon, c'est comme ça qu'on se rend compte. Voilà. Après, c'est aussi... Exactement. Puis, c'est aussi des cycles. Il y a peut-être... peut-être qu'à 15 ans, quand on va au lycée, on n'a pas envie de manger des œufs. Mais peut-être qu'après, dans la vie étudiante, on a un autre rythme. Et du coup, ça nous fait plus envie. Ou dans la vie professionnelle. Et c'est pour ça aussi que ça dépend des horaires. C'est vrai que quelqu'un qui prend son petit-déj à 6h du matin en se levant, je comprends qu'il n'ait pas forcément envie de manger des œufs. À l'inverse, quelqu'un qui est en télétravail, qui peut prendre le temps que sa faim arrive, petit déjeuner peut-être à 9h, et lui, peut-être que se faire 2 œufs, ce sera plus facile aussi. Donc, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut s'adapter à chacun, au goût et puis à
à la vie, entre guillemets. Ouais. Mais j'aime bien, tu vois, l'idée de tester, en tout cas. Oui, c'est sûr. Pas forcément partir sur un truc dont on est persuadé. Exact. C'est le problème avec la surinformation, c'est que du coup, on voit un truc, on se dit que c'est bien, du coup, on le fait. Et des fois, en fait, si on prend du recul, on se rend compte qu'en fait, on n'aime pas, mais juste on le fait parce qu'on l'a vu. Exactement. Il faut le faire. Et après, mais du coup, moi, en général, ce que j'aime bien faire aussi, c'est donner plusieurs exemples de petits déjeuners. Parce que je pense que c'est hyper important de pouvoir varier aussi en fonction de son envie, en fonction du temps qu'on a, en fonction de sa faim. Parce que 2 œufs, ça va pas nous caler de la même manière que si on mange effectivement une tartine de beurre de cacahuète ou un porridge. Donc c'est bien de pouvoir moduler aussi en fonction de sa faim, de son envie, de à quelle heure on va manger derrière. Enfin voilà. Donc là, les exemples que tu as donnés, par exemple le porridge, les œufs, ce seraient des exemples que tu donnerais Ouais, tout à fait. Ok. Et donc là, on était vraiment sur le petit déjeuner. Oui. Maintenant, comment est-ce que nos trois repas doivent être organisés un peu de la même manière, tu vois, dans l'assiette? Est-ce qu'on doit répartir les choses de la même manière? Alors, classiquement, non. En général, les protéines animales, si on en met et que là, on parle au plus grand nombre, on va partir sur une alimentation avec des protéines animales. En général, on les met plutôt donc, le matin. Si on mange un petit déjeuner salé, c'est optimal. Et le midi. Mais on évite d'en mettre le soir. Généralement, le soir, on recommande plutôt un repas végétarien, justement. Donc plutôt sans protéines animales. Pourquoi tu dirais ça, du coup? D'un point de vue digestion, c'est ce qui est le plus facile à digérer. À la fois parce qu'on va aller dormir et puis parce que, du coup, en fait, les protéines animales, elles ont un pouvoir rassasiant assez important. Et du coup, de les mettre en début de journée, c'est plus intéressant parce que c'est plutôt dans la matinée et dans l'après-midi qu'on a besoin de tenir, entre guillemets, et d'être rassasié. Le soir, un peu moins, donc le repas peut être un peu différent. Et sur les études, d'un point de vue inflammation et tout ça, on a remarqué qu'un repas végétarien le soir était plus avantageux pour tout ce qui est diminution de l'inflammation. Ouais. Donc les protéines animales, du coup, on les mettrait plutôt le midi. Donc une viande, un poisson. Voilà, peu importe. Des œufs s'il n'y en a pas eu le matin, effectivement. Alors si on a eu le matin, on évite d'en mettre le midi, ça peut faire un peu beaucoup. Et puis après, je ne sais pas si on va rentrer dans le détail des viandes et des poissons. Mais tu peux aussi, parce que je pense que c'est un peu, tu vois, la question qu'on se pose. C'est des questions que tout le monde se pose et finalement, on a tendance à tout mettre dans le même sac, tu vois, quand on ne connaît pas forcément... Alors, aujourd'hui, les recommandations, vraiment, elles sont sur manger 2 fois par semaine du poisson. Dont un gras et un poisson maigre. Donc les poissons gras, c'est tout ce qui va être sardines, maquereaux, harengs, saumon, truite. Après, saumon, truite, thon, c'est des poissons qui sont... Enfin, saumon et thon surtout, c'est des poissons qui sont un peu pollués, donc il faut éviter d'en surconsommer. Okay. Mais par contre, sardines, maquereaux, c'est des petits poissons gras, donc ils sont très intéressants d'un point de vue nutritionnel pour tout ce qui est oméga 3. Et donc ça, il n'y a pas de souci à en consommer au moins 1 à 2 fois dans la semaine. En conserve, il n'y a pas de problème non plus. Voilà. Et après, en poisson blanc, donc les poissons blancs, peu importe aussi. C'est vrai que le poisson, c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de consommer parce que c'est difficile à trouver, c'est un peu cher. Et à Lyon, on n'est pas forcément hyper bien lotis en termes de poissons. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est très dur à trouver. Ouais, c'est pas simple. Je suis jamais en allée ville, dans une c'est poissonnerie difficile. en ville. Ouais, c'est très difficile. J'ai beaucoup de patients qui ont du mal. Faut aller au marché. Au marché, on trouve quand même encore. Au marché, il y en a, et puis dans certains, au hall, où voilà, il y a des endroits où il y en a, mais effectivement, faut le vouloir quand même. Il existe aussi un peu des paniers de poissons là, poiscaille, des choses comme ça sur abonnement. Okay. C'est assez onéreux quand même, mais du coup, c'est du bon poisson. C'est pour ça que les conserves, c'est pas mal. Alors après, un poisson blanc, je pense qu'on peut aussi l'acheter en surgelé, et puis voilà, effectivement, ce sera pas forcément le meilleur. C'est pas comme si on mangeait un poisson en bord de mer, mais ça fait l'affaire. Et les poissons blancs, effectivement, c'est une protéine maigre, donc c'est assez intéressant d'en avoir. C'est des bonnes sources de protéines. Et pour les poissons gras, les conserves, effectivement, ça fonctionne très bien. Des fois, les gens ont un peu peur de ça, mais voilà, il faut essayer de les choisir plutôt au naturel ou à l'huile d'olive, pas forcément tout ce qui est cuisiné. Cuisiné, mariné. Voilà, quitte à nous-mêmes le cuisiner. Et ça fonctionne très bien. Donc voilà pour le poisson. Et après, la viande. Aujourd'hui, il n'y a pas de recommandations sur tout ce qui est viande blanche. Donc les volailles, dinde et poulets. Le canard fait aussi partie de la viande blanche, mais en général, on en mange un peu moins. Et par contre, il y a des recommandations sur la viande rouge et la charcuterie. Donc la viande rouge, les recommandations françaises, c'est 500 grammes maximum par semaine. 500 grammes, on est quand même assez large. C'est quand quoi, même... à peu près comment est-ce que... Eh ben, un steak haché, vraiment, les steaks classiques, c'est 100 grammes. Et après, si on va prendre une pièce de bœuf chez le boucher, on est quand même
plutôt autour des 150 voire 200 grammes. Globalement, ça veut dire 3 à 4 fois dans la semaine. D'accord, ok. Donc on est en général assez large, mais la viande rouge comprend le bœuf, oui, ça on y pense tout de suite, mais aussi l'agneau, le veau et aussi le porc. Tout ça, c'est considéré comme une viande rouge. Comme une viande rouge. Donc ça fait partie des recommandations. C'est pas la couleur rouge forcément, ouais, c'est ça. Exactement. Mais c'est important, je pense, de le dire. Oui, bien sûr. On peut tous se faire avoir, là. Et le canard, tu l'as dit, c'est une viande blanche. Alors qu'on pourrait se dire, mais non, c'est rouge. En plus, le canard, c'est hyper gras, donc on se dirait pas qu'on le placerait dans la catégorie viande blanche. Mais oui, effectivement, il faut l'avoir en tête que le porc aussi, parce que le jambon, c'est quand même quelque chose qui est pas mal consommé chez nous. Il y a quand même beaucoup de gens qui mangent facilement du jambon sur la journée, et du coup, ça reste effectivement une viande rouge et une charcuterie aussi. Alors, c'est vrai que c'est pas le même niveau de charcuterie que des rillettes ou du saucisson en termes de gras, mais ça reste salé, ça reste transformé, et il y a des additifs dedans, donc ça reste quand même une charcuterie qui est limitée, quoi. Et donc, pour la charcuterie, comment est-ce qu'on limite ? Et pour la charcuterie, c'est 150 grammes par semaine. Donc 150 grammes, c'est l'équivalent de 3 petites tranches de jambon. Ah oui. Donc ça va assez vite, ça va très vite, ouais. Sur les recommandations en charcuterie, ça va très vite. Ça, c'est les recommandations qui ont été faites dans le cadre du cancer colorectal. C'était ce que j'allais te demander. Donc là, on fait un petit peu le lien aussi. Oui, tout à fait. Ça fait partie des seules sources alimentaires qui ont été mises en cause dans un cancer, et donc notamment dans le cancer colorectal, raison pour laquelle en France, on a mis des recommandations maintenant pour la consommation. Parce que l'excès de viande rouge et de charcuterie est associé à un risque augmenté de cancer colorectal. Oui, ok. Voilà. Tu fais bien de le préciser. Et après, donc là, on a la viande. Et ça doit représenter quoi, à peu près, sur une assiette ? Eh ben, ça doit représenter un quart de l'assiette. Dans l'assiette idéale, ouais, effectivement. Après, les protéines, c'est assez facile parce que c'est quand même assez portionné. En général, c'est 2 tranches de jambon, 2 œufs, une escalope de poulet. En général, c'est entre 100 et 150 grammes. Souvent, en moyenne, on dit 125, 120. Un steak haché, effectivement, enfin voilà, un pavé de saumon. Donc les protéines, c'est assez facile de savoir la quantité quand même, parce que voilà, une fois qu'on sait que c'est 2 œufs, 2 tranches de jambon, le reste, en général, voilà, on achète une escalope de poulet. Donc c'est entre 100 et 150 grammes. Et après, du coup, dans l'assiette, on met des féculents. Ça, c'est important aussi. Donc ça, midi et soir. Et le matin, du coup. Donc des féculents, ça peut être des pâtes, du riz classiquement, ça peut aussi être des pommes de terre, des patates douces, ça peut aussi être des légumineuses, tout ce qui est lentilles, pois chiches, ça peut aussi faire partie dans ce cadre-là des féculents. Ce qui est important, je pense, c'est de varier. Comme la viande et le poisson, les protéines de manière générale, c'est important de varier. Les féculents aussi, pour tout... Quoi qu'il arrive, ouais. Voilà, varier. C'est ça. Et là, tu l'as pas forcément précisé, mais dans l'idée, si je dis pas de bêtises, on essaye d'aller plutôt vers des choses complètes. Alors, oui, complet ou semi-complet dans l'idéal. Après, tout dépend aussi de comment on mange. C'est vrai que les féculents complets, ça a été recommandé en France parce qu'on avait tendance à pas manger assez de fibres. Dans la population française, on avait une consommation de fibres qui était autour de 15 grammes, alors que les recommandations, c'est 25 grammes par jour. Donc, on était quand même nettement en dessous. Et les fibres, eux, sont protecteurs dans le cadre du cancer colorectal, une consommation suffisante de fibres. Donc, on a mis des recommandations. On s'est dit comment en faire manger un peu plus de fibres aux Français. On va essayer de leur faire manger des choses complètes. Donc, pour le pain, c'est assez facile. Je pense que tout le monde, quand même, commence à s'y mettre un peu, de manger plutôt des pains spéciaux, des pains complets. Le pain blanc, c'est un peu plus rare maintenant. Mais pour les pâtes et le riz, c'est des fois un peu plus compliqué. Je pense que c'est important de dire que quand on mange beaucoup de légumes et beaucoup de fibres à côté, c'est-à-dire que si on mange des légumineuses aussi, donc comme je l'ai dit, haricots rouges, pois chiches, lentilles, assez régulièrement, qu'on mange des fruits, des légumes à tous les repas, le complet, c'est pas forcément obligatoire parce qu'en réalité, alors si on aime et qu'on en a, tant mieux, mais en réalité, on a déjà beaucoup de fibres dans les autres aliments. Ouais. Donc, quelqu'un qui mangerait peu de légumes, ça peut être intéressant et qui aurait du mal à augmenter sa consommation, de lui recommander effectivement, ou quelqu'un qui a du diabète aussi, de lui recommander plutôt du complet ou du semi-complet. Mais quelqu'un qui a une alimentation, qui fait des assiettes bien complètes avec une bonne part de légumes, qui mange régulièrement des légumineuses, donc d'autres sources de fibres, qui mange peut-être aussi des oléagineux, donc tout ce qui est amandes, noix, noisettes. Tout ça, c'est des sources de fibres. Donc si on en mange régulièrement, rajouter des fibres dans les féculents, c'est pas forcément... Voilà, déjà ça peut faire beaucoup au niveau du transit, honnêtement. Et sinon, c'est effectivement pas une obligation dans ce cadre-là.
Et donc là, on est vraiment sur tout ce qui est féculent, sur un quart de l'assiette aussi, à peu près. Ouais, c'est à peu près ça aussi. Alors ça, c'est pareil, ça va dépendre de chacun ça va dépendre du travail, de la faim, de comment on se sent de manière générale. Mais en général, on dit un quart de l'assiette. Et l'autre moitié de l'assiette, du coup, la grande partie est consacrée aux légumes, effectivement. Donc ça, les légumes, c'est pareil, il faut varier du cru, du cuit. Faut varier les modes de cuisson. C'est vrai qu'on entend souvent dire que la vapeur, c'est le meilleur mode de cuisson. C'est vrai qu'en termes de préservation des nutriments, des vitamines, c'est intéressant. Après, c'est pas forcément ce qui est le plus, ce qui est le plus bon en termes gustatifs, exactement. Donc, je pense que manger tout vapeur, c'est pas utile. Et effectivement, je pense qu'il faut varier, faire du rôti au four, faire des poêlés, et puis pourquoi pas faire un peu de vapeur pour certains légumes qui s'y prêtent. Faire des soupes, enfin, voilà, au plus on varie, au mieux c'est au final. C'est comme on disait tout à l'heure, je pense que on a déjà beaucoup de choses à travailler sur comment on mange avant de rentrer dans le détail de comment je préserve au mieux mes vitamines, comment... Oui, c'est clair. Bah, en fait, c'est ça, souvent les gens, je pense, se trompent un peu de combat, ils essayent tout de suite d'essayer de se dire, tiens, je vais plutôt manger vapeur, ou je vais éviter les conserves, ou je vais... Mais en réalité, voilà, l'important, c'est d'essayer déjà d'avoir un bon équilibre. Et après, pourquoi pas, quand tout ça est vraiment acquis, aller un peu plus dans le détail de est-ce que je peux pas rajouter des fibres quelque part, une cuisson meilleure, voilà. Mais je pense pas que ce soit la priorité pour la plupart des gens quand même. Il y a déjà plein d'autres choses à modifier. Et c'est vrai que tu vois, quand on s'y intéresse, on a envie de faire tout parfait et de... directement un peu, c'est aussi ce... Je pense que de vouloir faire un peu trop vite et un peu trop tout parfait, c'est que j'aurais peur qu'on tienne pas du coup après sur le long terme, mais que ce soit un peu trop contraignant. Trop rigoureux, et l'alimentation, ça doit quand même être quelque chose d'intuitif et d'instinctif. Et du coup, je pense qu'il faut pas trop se poser de questions non plus. En fait, c'est ça aussi le problème aujourd'hui, c'est qu'on essaye de tout faire parfaitement et de se poser beaucoup de questions. Là où des fois revenir au naturel aussi, voilà, c'est plus simple en fait de faire une assiette. Là, j'ai rien révolutionné en disant qu'il fallait mettre un peu de féculents, des légumes et une source de protéines dans son assiette. Et des fois, on perd ça effectivement, alors que c'est le plus simple. Et le brut aussi, je pense aussi, du coup, d'essayer de prendre des choses qui sont pas transformées, des aliments qui soient simples. Qu'est-ce qu'on entend, tu vois, par transformer? Parce qu'au final, j'imagine qu'il y a différents niveaux, mais à partir de quoi on peut dire que là, c'est transformé ce qu'on achète? Alors, transformer, ça va très vite, parce que déjà, du pain, c'est transformé. Au final, c'est un grain de blé qu'on a transformé, où on a ajouté, cuit, etc. Après, c'est plus l'ultra transformé qu'il faut éviter. Donc, souvent, l'ultra transformé, on le reconnaît parce que la liste d'ingrédients est très longue. Donc, souvent, on dit plus de 5 ingrédients. Okay. Sur l'étiquette ouais, sur l'étiquette, déjà juste en retournant sur la longueur de la liste, en général, on s'en rend compte. Avec le packaging, on peut s'en rendre compte aussi, parce que souvent, ce qui est très transformé, c'est ce qui a le packaging le plus criard et ce qui essaye de nous attirer. Enfin voilà, les produits pour enfants, les choses comme ça. Souvent, il y a beaucoup de couleurs, il y a des dessins, il y a des... Ça, en général, c'est un signe de l'ultra-transformation aussi, parce qu'une courgette, on n'a pas besoin de faire ça. A priori, la courgette, elle est là, elle est posée, et voilà. Donc, la liste des ingrédients, enfin, en tout cas, la longueur. Et puis ce qu'il y a dedans effectivement dans la liste, est-ce qu'il y a des noms qu'on comprend pas, est-ce que c'est que des choses qu'on peut retrouver dans notre placard? Voilà, un gâteau par exemple, en fait le problème aujourd'hui aussi, c'est qu'on a une offre tellement importante que effectivement dans le supermarché on va avoir une offre de gâteaux énorme, mais on peut en trouver qui sont pas trop transformés, c'est-à-dire qu'en fait si on retourne le paquet, on va voir que dans la liste des ingrédients il va y avoir des œufs, du beurre, de la farine, du sucre, de la levure, et général, voilà, vraiment... des choses qu'on peut trouver à la maison et qu'on aurait utilisé nous pour faire un gâteau. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Je pense qu'il ne faut pas non plus diaboliser ça, parce que des fois, par question de temps, par question de praticité aussi, on peut avoir besoin de ces aliments-là, mais il faut trouver un équilibre, comme on disait tout à l'heure aussi, effectivement que ce soit pas trop important, que ce soit peut-être plus occasionnel, mais il en faut quand même aussi, je pense, voilà, il faut des chips à l'apéro, c'est évident, enfin voilà, des choses comme ça, mais il faut pas que ça compose la principale source de notre alimentation, quoi. Oui, ok, ouais. Mais quoi qu'il arrive, le message, c'est un peu, faut pas devenir extrémiste. Exactement. Comme moi je le dis avec dans un l'activité sens, physique, ouais. Faut un peu de légèreté c'est ça. dans tout ça. Et de la flexibilité, je pense aussi, parce que c'est important d'essayer au quotidien de cuisiner maison et de faire des plats assez simples, mais essayer de les équilibrer autant qu'on peut. Et puis de temps en temps, si c'est un plat de pâtes parce qu'on n'a pas eu le temps, c'est pas grave non plus et il n'y a pas besoin de culpabiliser.
Et pareil, si j'ai pas eu le temps de faire mes goûters maison et que je prends un gâteau, voilà, c'est pas grave du tout. Effectivement, ça va pas représenter Oui, c'est un clair. grand danger. Et tu vois, il y a une question qui me vient en tête pour ceux qui détestent cuisiner. Comment Ouais. tu... Enfin, quel est un peu le conseil que tu peux donner ou des choses simples, tu vois, quand on Bah, n'aime je pas pense, forcément? quand on n'aime vraiment pas cuisiner, je pense qu'il faut faire des choses simples déjà. C'est vrai que bah, ça, c'est encore avec les réseaux sociaux, ou en tout cas ce qu'on voit aujourd'hui. Des fois, on voit que des plats qui sont hyper cuisinés, hyper colorés, qui font envie et où la liste d'ingrédients est assez longue. Du coup, je pense qu'il faut revenir à des choses très simples, faire des assiettes bien composées mais simples, où effectivement on fait une poêlée de légumes, on fait un féculent et puis on se fait cuire une protéine. Ça, même quelqu'un qui aime pas trop cuisiner, a priori, il devrait savoir faire, même si, voilà. Et après, pour vraiment se faciliter la vie aussi, il y a tout ce qui est, notamment pour les légumes, parce que c'est souvent ça la problématique. C'est le plus Cuisiner long, des en fait. pâtes, voilà, C'est ça, le exactement. truc. Cuisiner des pâtes, cuisiner du riz, cuisiner même des lentilles, où c'est pas forcément très compliqué, mais le plus long et le plus... Enfin, là où il faut le plus de compétences, entre guillemets, c'est les légumes. Et du coup, les légumes surgelés, ça aide bien de choisir des légumes bruts surgelés. Donc ça, c'est pas forcément... Tu vois, Non, on diabolise un peu parfois les trucs surgelés ou ouais, en non, pas conserve. du tout. En fait, il vaut mieux manger des légumes, donc peu importe Quoi qu'il arrive. Voilà, exactement. Donc peu importe au final comment on les choisit. Après, il faut juste éviter de les choisir cuisinés. Donc tout ce qui est poêlée de légumes, où il y aura des fois des additifs, La du crème, des choses sel, comme ça. voilà. Ok. De la crème, des huiles aussi, des additifs. Et du sel, ça, il vaut mieux éviter. Il vaut mieux aller vers des légumes bruts, des poireaux, des épinards, des brocolis, du chou-fleur. Et nous, on met un peu d'huile d'olive dans sa poêle et puis on balance les légumes dedans. Et voilà, franchement, c'est très, très, très rapide Ouais, de ok. faire ça. Donc, je pense qu'on peut s'aider des surgelés, pareil, quand on est pressé. Parce qu'il y en a aussi qui aiment cuisiner, mais qui n'ont pas le temps dans la vie quotidienne. Donc, je pense que ça, c'est une bonne aide, ouais. Je pense que ça fait du bien là ce que tu es en train de dire. Il y a beaucoup de gens qui écoutent. Ouais, bah oui, oui. De se dire que tu peux acheter quand même du surgelé Ah, mais et pas bien sûr, ouais. culpabiliser de manger Même du les surgelé, tu conserves, vois. voilà, une conserve d'haricots verts, si on la rince, il n'y a pas de souci. Une conserve de pois chiches aussi, parce que ben, on va retremper ses pois chiches pendant 24 heures avant de les cuire pendant 1 heure. Enfin voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, on est bien C'est d'accord. ça. Surtout si derrière la cuisson, moi ça m'est arrivé et c'était une catastrophe. Genre. Ouais, ah J'avais bah fait super. le truc et en fait c'était horrible le résultat final. Ouais. Je m'étais dit non mais Bah, parce qu'il faut plus les jamais. cuire vraiment longtemps en fait. Ouais. Il faut vraiment les faire tremper et les cuire vraiment très très longtemps. Donc c'est vrai que si on est à la maison, ça va, mais sinon, ouais, c'est un peu. Oui, c'est quand même un peu Donc, non, contraignant. les pour, conserves, c'est très bien. Et pour le coup, bah, ça, par exemple, avec une conserve de pois chiches, on peut réaliser un houmous avec vraiment pas grand-chose et très très rapidement. Et ça, on peut le laisser au frigo, ça peut nous faire 5 jours pour grignoter voilà, sur des Ouais. repas. Donc c'est quand même vraiment... Non mais c'est bien que tu donnes cette alternative parce qu'en plus, je pense même à des personnes qui, pas forcément n'aiment pas cuisiner, mais qui ont un emploi du temps de ministre, tu vois, Ouais, ou qui veulent pas forcément mettre la priorité sur ça. Ben, finalement, c'est assez rapide quoi, d'acheter oui, aussi exactement. des choses. Mais c'est pour ça, je pense qu'aussi, il faut pas chercher à faire trop compliqué, parce que des fois, c'est aussi le problème. On voudrait tout de suite faire des plats très élaborés, très compliqués, mais effectivement, une poêlée de légumes avec des pâtes à côté et 2 œufs, ça suffit. Une omelette aux champignons et une tranche de pain. Enfin voilà, c'est un plat complet finalement. Ouais, Et simple et rapide. exactement, ouais, Ouais. c'est ça. Et tu vois, on n'a pas forcément parlé de l'eau en termes de quantité. Ouais. Quels sont un peu les repères? Parce que pareil, on entend un peu de tout. Ouais. Et ben l'hydratation, du coup, c'est en général ce qu'on recommande, c'est 1,5 litre par jour. Donc hors activité physique, du Ok, coup. ouais. Hors chaleur, hors période Sur une particulière. période Voilà, ouais, classique, voilà, effectivement. Après, ça dépend un peu des personnes, mais la recommandation, c'est 1,5 litre. 1,5 litre, ça peut aller vite quand même si on boit régulièrement, mais effectivement, ce qu'il faut essayer, c'est de boire tout au long de la journée et pas de boire son 1,5 litre à 15 heures à un moment où on est assoiffé parce qu'on se rappelle qu'il fallait boire. Mais du coup, ouais, 1,5 litre, c'est équivalent à peu près de 8 verres d'eau. Donc déjà, si on boit en fait un verre d'eau avant et après chaque repas, on est déjà, si on mange 3 fois, on est déjà à 6 verres d'eau. Donc il suffit de rajouter au milieu un café, un thé, ou voilà, et puis on est dans les recommandations. Ça va quoi. vite, Ouais. finalement. C'est ça. Après, il faut, je pense, avoir des gourdes, se mettre des automatismes un peu pour y penser. Il y a des gens chez qui c'est très facile de penser à boire et il y a des gens chez qui c'est très compliqué. Mais pareil, encore une fois, c'est une question un peu d'habitude. Ouais. Moi, je sais que depuis que j'ai une gourde tout le temps avec moi, je bois pas des grands verres, mais je bois toujours des petites gorgées. Oui, après ça, voilà, je pense que ça, c'est la base déjà d'avoir, si on travaille devant un ordinateur, d'avoir une gourde à côté de soi. Si effectivement on travaille plus, enfin, on prend souvent la voiture,
voiture, d'avoir une gourde dans la voiture, c'est d'avoir de l'eau, effectivement, parce que sinon, c'est encore plus difficile d'y penser si en plus on l'a pas, quoi. Ouais, clairement. Ouais. Et après, autre petite chose, pour la consommation d'alcool, bon, et là, on va faire le lien peut-être aussi avec le cancer, parce que ça fait partie aussi de la prévention. Qu'est-ce qui est un peu recommandé? On est dans un pays où je crois qu'on aime bien le vin. Donc, qu'est-ce que tu conseilles? L'alcool, moins on en boit, mieux c'est sûr, d'un point de vue santé, c'est la deuxième cause. J'aurais pu dire, mais si je c'est sais la que première ou la deuxième. C'est dans les 3 premières, mais je sais plus avec le tabac si c'est avant ou après. Je sais plus non plus. Ouais. Mais en tout cas, oui, effectivement, moins on en boit, mieux c'est. Après, les recommandations françaises sont de 2 verres maximum par jour et pas tous les jours. Oui, voilà, bien cette recommandation qui est un peu bancale, un peu tirée par les cheveux, on n'a pas trop su quoi faire. Après, j'ai souvent beaucoup de patients qui me disent oui, mais du coup, si je bois jamais et que je bois 15 verres pendant une soirée, voilà. Alors non, du coup, ça marche pas trop. Mais voilà, faut essayer de modérer. Après, il y a des périodes de l'année où c'est plus facile que d'autres. C'est vrai qu'en été, c'est une problématique qui revient quand même très souvent en consultation. Et pendant les fêtes aussi, peut-être. Et pendant les fêtes, mais les fêtes, c'est une période plus courte. C'est vrai. Donc, les gens vont boire à Noël, etc. Ça, c'est sûr, mais du coup, c'est sur une courte période. L'été, c'est vrai que ça peut vite être, quand il commence à faire beau et qu'on va en terrasse, jusqu'à finalement septembre. Bon, alors, cette année, voilà, mais sinon, ça peut quand même durer un long moment. Et du coup, il faut essayer de se réguler de ce côté-là. Après, on me demande aussi souvent s'il y a un alcool mieux que l'autre en termes de calories, en termes de... Voilà. Je pense qu'il faut aller vers ce qu'on aime pour essayer d'en boire le moins souvent possible. Et voilà, c'est pareil, hein, se forcer à boire du vin rouge parce que c'est moins sucré que le vin blanc. Si on n'aime pas, moi je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt, quoi. Ça n'a plus d'intérêt, effectivement. Ok. Et si on revient un peu donc, sur l'hydratation au sens large, donc pas forcément l'alcool, tu disais que donc, c'est différent quand on fait de l'activité physique. Et là, on va faire le lien un peu plus avec l'activité physique. Du coup, quel repère tu aurais, toi, peut-être par rapport à l'activité physique ? Souvent, on dit que quand on fait de l'activité physique, il faut aller au moins à 2 litres dans la journée, si c'est une journée où on a pratiqué du sport. Après, en fait, il faut boire quand on fait du sport, et notamment... Mais du coup, tout va dépendre du sport qu'on fait et du niveau de transpiration. Après, il ne faut pas forcément attendre d'avoir soif pour boire, et quand on fait du sport aussi. Donc, c'est vrai que si on peut, il faut essayer de boire un peu régulièrement pendant notre pratique. Donc, si c'est un cours collectif ou si c'est... voilà. Après, si c'est un sport plus doux, effectivement, des fois, on va peut-être plus boire avant et après et pas forcément pendant parce qu'on en ressentira moins le besoin. Généralement, on dit quand même qu'il ne faut pas attendre la soif pour boire. Donc, voilà. Okay, mais globalement... Ça, c'est un truc je me suis toujours posé la question si c'était vrai. Ouais, si, c'est vrai. C'est qu'en fait, le signal de soif, quand il est envoyé, c'est que nos cellules sont déjà un peu déshydratées. D'accord. Donc, du coup, c'est déjà trop tard. Donc, il vaut mieux anticiper, effectivement. Ok. Ouais. Et donc là, par rapport peut-être plus à l'alimentation, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent selon quand on s'entraîne, bien entendu. Alors, ça peut être très tôt le matin, le midi, enfin sur les heures classiques, très tôt, midi ou soir. Comment on fait un peu, tu vois, par rapport à l'alimentation ? Est-ce qu'il vaut mieux manger avant, après, prendre un encas, pas prendre d'encas, quoi, tu vois ? Ouais, je pense que ça dépend du sport qu'on fait. Ça, c'est évident aussi. Et ça va dépendre de chaque personne. Globalement, j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux manger avant. Après, il faut pas manger n'importe quoi. Alors, c'est sûr que si on va faire du cardio, faut pas manger un repas avant d'aller faire du cardio, sinon ça risque de pas très bien se passer. Tiens, je te donne un exemple type. Ouais. Imagine, tu as entraînement à 20h, tu vas faire de la course à pied, un entraînement de basket, un truc un peu cardio comme ça. Qu'est-ce que tu fais ? Ton repas du soir, tu le manges quand, tu vois ? Alors, si c'est pas un entraînement qui dure 3 heures et que tu rentres pas chez toi à 23h, j'aurais tendance à dire de manger plutôt après. Okay. Mais par contre, avant la course à pied, il faut manger quelque chose. Alors là, en l'occurrence, comme c'est à 20h, je pense qu'il y a la possibilité peut-être 2 heures avant de faire une collation un peu complète avec par exemple du fromage blanc, quelques amandes et puis une banane. Et se laisser bien 2 heures. En général, on dit entre 1h30 et 2h30 pour digérer et pouvoir aller courir derrière. Okay. Si à l'inverse, et du coup on mange derrière, généralement là voilà, globalement je sais pas si on court 1 heure, à 21h on peut manger un repas complet. Et du coup, si par contre on va courir vers 18
18h, 18h30, et que du coup, on n'a pas forcément la possibilité de faire cette collation à 15h30 ou à 16h parce qu'on est au boulot et que sortir son fromage blanc et tout ça, c'est pas très pratique. Là, soit effectivement, on grignote quelque chose de plus complet, donc un cracker, c'est un fruit 1h30 à 2h avant pour avoir le temps de digérer. Soit, si on n'a pas eu faim ou qu'on n'a pas eu cette possibilité-là, une demi-heure avant la séance, on peut manger une compote ou une demi-banane, des sucres rapides en fait, pour avoir un peu d'énergie. Et par contre, quand on rentre à la maison, il faut essayer de manger assez rapidement derrière aussi. Parce que là, si on va courir à 18h et qu'on a mangé une compote du coup à 17h30, admettons, du coup à 19h30, on risque quand même d'avoir besoin de manger. Ok. Et donc là, c'est plus pour des efforts un peu d'endurance, un peu cardio. Et pour, je sais pas moi, si on va faire de la muscu ou quelque chose d'un peu plus faux. Là, on peut manger quelque chose d'un peu plus solide parce qu'effectivement, il y aura moins de problèmes au niveau digestif. C'est vrai que si on va courir ou qu'on fait un cours très cardio, c'est ça, voilà, exactement. Mais après ça, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est vrai qu'il faut tester. Il y a les grands principes qui disent qu'en général, c'est autour de 2 heures avant quand on mange quelque chose d'un peu complet et de, comme on disait tout à l'heure, le fromage blanc ou le petit crackers avec le fruit, voilà, pour laisser le temps de digestion. Et plutôt dans la demi-heure avant quand c'est en sucre rapide, effectivement, dans la demi-heure ou juste, ou moins d'ailleurs, pour la compote ou la pâte de fruits ou le fruit un peu sucré comme la banane. Après, c'est très propre à chacun. Effectivement, il y a des gens qui, la digestion, elle va prendre qu'1 heure et donc du coup, s'ils mangent des amandes 1 heure avant, ça va bien se passer. Et il y en a d'autres 2 heures avant, ils auront toujours la digestion quand ils seront en train de courir. Donc je pense qu'il faut aussi essayer. Et je pense qu'on a aussi des... Bien, mais... il y a toujours un moment où de toute façon... Il faut en mettre une de côté pour tester, quoi. Exactement. Mais du coup, je pense que... il faut effectivement essayer et aussi voir quelle est... Alors après, on fait en fonction de notre emploi du temps, mais je pense qu'il y a aussi des horaires qui sont mieux adaptés pour nous en termes d'activité physique. Enfin, moi, je connais des gens qui adorent s'entraîner le matin et d'autres où c'est plutôt le soir. Et en termes de performance, de digestion et de confort, chacun est différent, je trouve. Je sais pas, toi... Ouais, complètement. Ouais. Et moi, c'est un peu des périodes. Parce que je sais que je suis capable de faire les deux. Ouais. Mais tout dépend comment je suis réglée un peu pendant un certain temps, tu vois. Là, clairement, c'est pas le matin. Oui. Après, en automne et tout, en été, on a des fois plus envie le matin parce que le soleil se lève plus tôt, on est un peu plus motivé et du coup... Mais c'est vrai que du coup, ça dépend aussi de chacun. Et le matin, d'ailleurs, parce que tu vois, si tu t'entraînes le matin, je sais pas, imaginons que tu t'entraînes à 6h30 le matin. Ouais. Tu vas pas te lever 2 heures avant pour faire ta voilà, exactement. Ouais, tout à fait. Donc là, il vaut peut-être mieux, effectivement, si on fait un truc un peu cardio, prendre une compote ou un fruit. Et par contre, manger ses œufs en revenant, si on en a la possibilité en termes de timing, là, c'est optimal du coup. Parce que c'est ce que j'allais te dire quand tu m'as donné l'exemple tout à l'heure du... Je vais m'entraîner à 20h. Du coup, le soir, le dîner, après une pratique sportive, on peut imaginer mettre des protéines animales du coup dedans, si on en a envie. Okay. Par exemple, des œufs, si on n'a pas eu le matin, ou alors 1 ou 2 tranches de jambon, justement, comme on en parlait tout à l'heure, ou un peu de viande ou un poisson blanc. Parce que du coup, quand on a fait du sport, c'est intéressant de manger des protéines derrière. Donc du coup, là, ça peut être bien. Au niveau de la digestion, ça va pas trop perturber ? Non. Okay. Faut tester aussi, mais non, ça va. Après, il y a quand même beaucoup de gens qui mangent des protéines le soir et qui... Oui, j'avoue que, tu vois, j'avais pas forcément ce truc-là en tête, moi. Ah ouais, si, personnellement. Et tiens, on en a pas parlé, mais quelqu'un qui fait du sport ou fait un peu d'activité physique de manière régulière, qui mange pas forcément de protéines animales ? Ouais. C'est possible. Après, il faut manger suffisamment de protéines végétales. Il faut bien composer ses assiettes quand même, c'est assez important. Et il faut voir comment on se sent, faire un petit check-up de temps en temps, de se dire... Est-ce que souvent le risque quand on enlève les protéines animales, c'est de pas forcément les remplacer. Et du coup, de se retrouver avec des assiettes uniquement composées de féculents, légumes. Et quand on mange uniquement féculents, légumes, le problème, c'est qu'on a vite faim. Donc, du coup, on peut se retrouver à avoir faim dans l'après-midi, à du coup avoir un peu envie de sucrer, à du coup grignoter un peu plus, et du coup avoir des fringales comme ça. Donc, c'est ça souvent qu'il faut checker. Moi, souvent, c'est ça que je vois en consultation. C'est des gens qui ont enlevé la viande pour X ou Y raison, mais qui ne se sont pas forcément beaucoup renseignés sur les alternatives végétales qui existaient. Et du coup, ils se retrouvent à avoir beaucoup plus envie de sucrer et ils comprennent pas tellement pourquoi. Et en fait, effectivement, ça c'était un peu déséquilibré de ce côté-là. Donc ça, c'est pas... On peut rééquilibrer facilement. Après, il faut effectivement faire des assiettes. L'alimentation
végétale, elle demande juste de faire des assiettes un peu plus complètes et de cuisiner un peu plus, du coup, effectivement. Ouais. Ça nécessite un peu plus de cuisine que juste mettre un steak haché sur le feu et voilà. Ok. Mais c'est tout à fait possible et c'est tout à fait compatible avec l'activité physique aussi, sans problème. On trouve des protéines dans beaucoup de choses aussi, quand même. Et puis les végétariens souvent mangent aussi des œufs. Donc déjà, avec 2 œufs par jour, on est pas mal. Il y a les laitages aussi qui aident, le fromage, voilà. Oui. Et puis tout ce Oui, qui est c'est ça. végétal. Là où effectivement faire peut-être plus attention, c'est pour les véganes, Ouais. où là c'est encore différent. Voilà, c'est encore différent, Et, mais en général, c'est aussi un public qui s'y connaît et qui arrive s'intéresse voilà, beaucoup. qui s'intéresse et qui arrive à faire des choses assez sympas et complètes, quoi, Ok. généralement. Et pour revenir un petit peu là sur les délais que tu as donnés par rapport au temps, tu vois, entre manger et faire du sport ou l'inverse, Oui. faire de l'activité physique, manger. Quels sont les repères là que tu pourrais, en résumé, donner ? En résumé, je dirais que si on mange quelque chose d'un peu lourd à digérer, attendre au moins 2 heures avant d'aller faire du sport. Si on peut pas faire ça, manger plutôt une source de sucre rapide dans l'heure avant, une demi-heure avant la pratique sportive, et de manger derrière son repas. Alors ça dépend de l'horaire. Si on fait du sport en plein milieu d'après-midi, c'est peut-être une collation derrière. Mais sinon, classiquement, les gens font le sport soit le matin, donc il y aurait le petit déjeuner derrière, soit le midi, donc il y aurait le repas du midi derrière, soit le soir, donc il y aurait le dîner derrière, et du coup de manger dans l'heure qui suit après, quoi. Voilà, mais surtout d'éviter à midi, en ayant très faim, d'aller faire sa séance de cardio là sans rien manger, et Ça parce peut être que compliqué. voilà, du coup ça peut être un peu compliqué. Petit Ouais. malaise, des petites choses comme ça, pas très agréable. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je trouve que c'est intéressant parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui même se lèvent le matin et se disent je vais aller faire mon sport, mon activité physique, aussi dans un souci de perte de poids, Oui. tu vois. Je pense beaucoup à ça. En se disant, bah voilà, je vais pas manger, je vais y aller et je vais perdre forcément. Ça, je suis pas sûre que ce soit... Alors, je j'ai pas trop de connaissances sur le fait de faire du sport à jeun. Est-ce que ça brûle plus de graisse ou pas? Enfin, je suis pas assez calée pour répondre, donner une vérité générale. Par contre, ce que moi, je pense en tant que diète, du coup, ce que j'aurais tendance à penser, c'est que le risque, c'est un peu de s'affamer et du coup, dans la journée, d'avoir plus faim et peut-être du coup de plus manger, de compenser ou du coup d'avoir du mal à combler sa faim parce que du coup, j'arrive après ma séance de sport et j'ai hyper faim. Si je fais mon petit déjeuner habituel, mon repas du midi habituel, bah du coup, en fin de journée, j'ai encore très faim et je risque plus facilement... Ok. Oui, c'est vrai. Ouais. Et puis, il peut y avoir aussi, comme on disait, le fait de risquer, enfin, selon Oui, l'activité, ça peut être ça un peu c'est risqué sûr. quand même. Ouais. Après, ça, je pense, c'est très personnel. Il y a des gens qui arrivent le matin à, par exemple, courir. Voilà. Après, je pense qu'il ne faut pas faire une séance de fractionné à jeun, ça c'est assez évident. Il ne faut pas partir pour une séance de 2 heures de course à pied. Voilà. Ouais. Après, si c'est des séances courtes et qui ne sont pas d'une intensité extrême, il y a des gens à qui ça peut convenir, effectivement. Mais après, voilà, il faut essayer de manger correctement, suffisamment. Et là, typiquement, dans cet exemple-là, je pense que manger des protéines derrière, c'est le plus intéressant, ouais. Ok. Au petit-déj. Ouais. Je pense qu'on va faire un peu la transition là, petit à petit. Alors, dernière question par rapport à l'activité physique, c'est que tu l'as un peu dit, mais selon l'activité, les besoins ne sont pas les mêmes. Quelqu'un qui, on va dire, se met à l'activité physique, est-ce qu'il faut tout de suite, tu vois, se poser plein de questions par rapport à l'alimentation? Est-ce qu'on change vraiment des choses? Non, je pense pas. Les questions qu'il faut se poser, c'est effectivement quand je mange en fonction de mon activité, parce que ça, c'est une question de confort aussi et effectivement d'être bien dans sa pratique sportive. Après, sur la composition, en réalité, non, surtout si c'est l'histoire de 1 ou 2 fois dans la semaine, en fait, ça change pas grand-chose sur nos apports. Après, j'aurais tendance à dire qu'il faut se fier à nos ressentis. Et si, effectivement, on se rend compte au bout de quelques semaines, et c'est ce qui arrive souvent, qu'on a plus faim, qu'effectivement, on a peut-être un peu plus de fringales à des moments dans la journée, bah, du coup, se dire, ah bah tiens, qu'est-ce qui a changé sur ces dernières semaines? C'est vrai que je pratique plus de sport qu'avant je ne faisais pas, ou je bouge plus, en tout cas, je suis moins sédentaire. Et j'ai un peu plus faim, du coup, j'augmente peut-être un petit peu mes portions, mais voilà, sans forcément chercher plus loin. Ou peut-être je rajoute une collation, effectivement, les jours où je fais du sport, parce que je sens que j'ai un peu plus faim. Ou des fois, c'est le lendemain aussi. Mais en fait, il faut s'écouter, c'est ça. Puis là, c'est vrai qu'on parle pas d'objectifs spécifiques, non. de prise de masse, c'est très différent, voilà, exactement. Et moi, en l'occurrence, qui fait du sport depuis très longtemps, je me questionne pas trop, j'avoue. Non, Si, c'est vrai que ça dépend des activités, mais par exemple, si je vais courir pendant un certain temps,
Là, effectivement, je vais peut-être plus me questionner sur ce que je vais manger, mais parce que, comme tu dis, en termes de ressenti au niveau digestif, c'est plus là-dessus. T'as pas envie d'être mal pendant tout ton effort, mais je m'amuse pas à faire des calculs de... Il faut que je mange plus de ci, non, de ça. après, ça peut être intéressant. Après, ça peut être intéressant d'observer derrière. Est-ce que le lendemain, tu ressens pas que tu as peut-être un peu plus faim si tu as fait une sortie longue la veille, tu vois, c'est souvent aussi ça qui se passe. Mais encore une fois, sans calculer, juste se rendre compte le lendemain qu'on a un peu plus faim et manger un peu plus, et voilà, c'est tout. Enfin, ça sert à rien d'aller bien plus loin en général que là-dessus. Après, comme tu l'as dit, effectivement, c'est très différent quand on prépare des choses en particulier, qu'on a un objectif précis, et là, je pense que du coup, il faut se faire accompagner, voilà. Tout comme dans la perte de poids. Là, on va pas forcément en parler dans l'épisode, mais c'est vrai que ça peut être intéressant de se tourner vers c'est sûr, oui, c'est évident, pour se faire aider, Parce que d'ailleurs, beaucoup de personnes se mettent aussi au sport en se disant, j'ai envie de perdre du poids, donc je me mets au sport. Mais s'il n'y a pas l'alimentation aussi derrière qui s'adapte, on va dire, qui est équilibrée, ça va pas marcher en fait. Oui, donc, les deux fonctionnent ensemble, ouais. Les deux fonctionnent ensemble. Je pense que c'est difficile de perdre du poids quand on bouge pas, et c'est difficile à l'inverse si on bouge beaucoup mais qu'on mange mal. C'est ça. C'est une question de balance, tout à fait. De quantité ingérée, de dépenses. Oui, exactement, on en revient à ça. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'on consacrera un épisode plus tard pour développer, parce que ça peut nécessiter il y a vraiment en plus beaucoup d'idées reçues par rapport à ce sujet du surpoids, de la perte de poids. Oui. Donc ça pourra nécessiter d'aller en parler. Mais là on va pas parler de ça aujourd'hui. On va faire un peu la transition justement avec le cancer. Donc en prévention, par rapport à tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, est-ce que tu penses à d'autres choses qui pourraient permettre de prévenir un petit peu, puisque d'ailleurs on l'a pas dit, mais 40% des cancers pourraient être évités en mettant en place des comportements de santé. Donc l'activité physique, j'en ai déjà parlé dans le dernier épisode avec Solène. Là, avec l'alimentation aussi, en évitant du coup d'aller vers on va dire un surpoids, en limitant en tout cas son poids. Qu'est-ce que tu as envie de rajouter toi par rapport à tout ça ? On a parlé des principaux facteurs et des principaux points, c'est effectivement charcuterie, viande rouge à limiter, et les fibres à peut-être augmenter un peu. Donc les sources de fibres, je rappelle, c'est tout ce qui va être oléagineux, amandes, noix, noisettes, légumineuses, lentilles, pois chiches, pois cassés, haricots rouges, haricots blancs, et puis tout ce qui est complet, les céréales complètes, avoine, pain complet, pâte complète, riz complet, les fruits et légumes. Alors les fruits et légumes, notamment crus, les fruits et légumes, en fait, si on regarde vraiment la valeur, il n'y a pas autant de fibres que dans les autres aliments que j'ai cités. Par contre, on est censé en manger tellement beaucoup dans la journée qu'en termes de volume, ça devient notre source principale de fibres finalement, comme on en mange à chaque repas. On est censé en manger d'ailleurs combien ? Parce qu'on parle de 5 fruits et légumes par jour. C'est ça. En fait, tu as une source de légumes à midi, une source de légumes le soir, donc ça fait 2 légumes, entre guillemets. En tout cas, voilà, une bonne partie de l'assiette. Et puis, 2 à 3 fruits dans la journée. Donc, globalement, 1 à chaque repas, par exemple, ou 1 à 4 heures. Donc, ça fait 3 fruits et 2 portions de légumes dans la journée. Ok. Donc voilà sur la consommation. Alors ça, la consommation de fruits et légumes et de fibres en général, effectivement, c'est dans la prévention, c'est ce qui est important. Et après, dans la prévention, il y a aussi tout ce qui est, mais on en a un peu parlé, aliments ultra transformés, à limiter, essayer de faire le maximum de choses maison, éviter tout ce qui contient des additifs et tout ce qui est très, très transformé aussi. Une bonne hydratation, pas trop d'alcool, pas de tabac, l'activité physique, et voilà, je pense qu'en prévention, c'est principalement on reprend ça. En fait un peu déjà ce que finalement, c'est un peu tout ce que tu as déjà dit, c'est ça. Qui permet de... Et de varier aussi, je pense que c'est important, parce qu'effectivement, c'est sûr que si on mange... notre seule source de protéines, c'est de la viande rouge, forcément, on va en manger beaucoup, mais si on intègre un peu de poisson, un peu d'œuf, un peu de protéines végétales, un peu de viande blanche, forcément, la part de viande rouge, elle va diminuer nettement. Donc, je pense que varier, c'est important, oui. Et ne serait-ce que pour le palais, c'est important. Oui, aussi. Exactement, pour le plaisir aussi. Pas se lasser de manger c'est ça, même les pâtes, de temps en temps, se dire, je vais faire des lentilles, je vais faire un peu de quinoa, je vais faire... voilà, c'est vrai que c'est important, oui. Ok. Et là, si on parle un peu plus donc, pour des personnes qui seraient en traitement, ou si vous avez des personnes dans votre entourage qui sont concernées, ça peut être intéressant aussi de donner quelques pistes, parce qu'il y a aussi beaucoup d'idées reçues là-dessus. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de ne pas manger, par exemple, avant une séance d'activité physique. Il peut y avoir aussi des choses
à ce niveau, au niveau des suppléments, enfin de tout ce qu'on entend. Ouais. De quoi tu as envie de... Alors, après, c'est un peu... Ce serait peut-être spécifique à certains... Enfin, il y a des recommandations différentes en fonction des cancers et des localisations, notamment. Je pense que ce qui est important de rappeler, c'est d'essayer de garder un poids stable, peu importe le cancer qu'on a. Donc, en ce sens, de ne pas commencer de régime à ce moment-là. Je pense notamment aux cancers qui peuvent faire plutôt prendre du poids, comme les cancers du sein. Essayer de ne pas trop perdre de poids. Alors, on s'entend, c'est pas forcément toujours facile, mais quand c'est des cancers plutôt de la sphère digestive où c'est un peu plus compliqué. Donc ça, sur le maintien du poids. Et du coup, dans ce sens-là, par rapport aux recommandations qu'on a, c'est effectivement quand on est en traitement pendant les chimios de pas jeûner, donc de manger avant une séance de chimiothérapie, autant que possible. Encore une fois, on entend l'inverse aussi. Tu vois, y a qu'il beaucoup faut jeûner. Ben, moi, j'ai vraiment un souvenir de patients, tu vois, qui me disaient Ah oui, il y en a beaucoup qui disent ça, oui. Qu'ils étaient allés en Suisse et qu'en Suisse ou en Belgique, ce sont des choses peut-être qui sont... Ouais, après ça, les études, en tout cas aujourd'hui, montrent qu'il n'y a pas de bénéfice à jeûner avant une séance de chimiothérapie, d'un point de vue efficacité. De la chimio, voilà. Okay. Et à l'inverse, il y a un risque plutôt délétère de perte de poids, d'amaigrissement et de moins bonne... parce que la perte de poids pendant les traitements peut avoir une moins bonne tolérance, associée à une moins bonne tolérance des traitements. Oui, parce qu'il y a une perte de masse musculaire voilà, aussi. Exactement. Donc le jeûne, c'est sûr, c'est vraiment pas recommandé. Et en tout cas, c'est ce que les études montrent aujourd'hui, en tout cas chez nous en France. Donc la recommandation, c'est de manger avant une séance de chimiothérapie et d'essayer de garder une alimentation autant variée et complète que possible pendant les traitements, même si c'est pas toujours évident. Après, il y aurait des conseils spécifiques en cas de perte de poids, effectivement, ou de choses comme ça. Mais du coup, voilà, ça, c'est vraiment, je pense, un peu personnel. Et le mieux, c'est de se tourner de toute manière. Voilà, de se faire aider de ce côté-là. C'est vrai que quand on a du mal à manger, ce qu'on conseille classiquement, c'est de manger des petites portions un peu plus souvent et peut-être d'enrichir aussi un petit peu ce qu'on mange, d'essayer d'aller un peu vers des sources de gras, de rajouter un peu d'huile dans ses pâtes, un peu de beurre ou des choses comme ça, pour essayer d'augmenter un peu les calories sans forcément augmenter le volume. Et après, pour les recommandations aussi en termes d'alimentation en traitement, là, tu parlais tout à l'heure des compléments alimentaires. Donc ça, c'est pareil, ça a été... en France, en tout cas, c'est plutôt pas recommandé de consommer des compléments alimentaires pour les risques d'interaction qu'on pourrait avoir avec les traitements. Donc, pas consommer de compléments alimentaires. Ou alors d'en parler... particulier oui. Je sais pas moi, c'est vu avec le médecin. Exactement, d'en parler dans tous les cas. Donc, si on avait des traitements des compléments alimentaires, avant la prise en charge, d'en parler à l'oncologue qui nous dira ou pas si on les poursuit. Et en tout cas, de ne pas commencer de cure spécifique pendant les traitements. Ça, c'est plutôt pas recommandé. Mais il faut toujours en parler, effectivement, plutôt à son médecin qui connaît nos traitements et nos protocoles, plutôt que même à un pharmacien ou autre, parce qu'il n'a pas forcément notre dossier médical dans la totalité. Et alors ça, je ne saurais pas dire, mais... Peut-être que dans chaque hôpital où on peut se faire suivre, il y a des diététiciennes. Oui, généralement, dans tous les cas, les diètes, elles sont là. Alors après, elles sont plus ou moins... mais en général, oui. Il y a des diètes, il y a les infirmières aussi, les IDL et tout ça, qui sont quand même très... Enfin voilà, elles sont aussi très, très au fait de ça et généralement de bons conseils, ou alors elles orientent, souvent c'est ça, ou l'oncologue c'est pareil, il est en capacité souvent d'orienter. Enfin voilà, faut pas hésiter à demander là où on se fait suivre quand on a des questions, et en général il y a toujours des gens pour y répondre. Ouais. Et d'ailleurs, si on veut chercher un peu des infos, alors que ce soit vraiment lié au cancer ou pas, où est-ce qu'on peut aller en termes de site internet? Parce que tu vois, il y a tellement d'informations sur l'alimentation qu'on ne sait plus trop où... Alors, je pense qu'il faut, dans tous les cas, quand on cherche une information, essayer de voir si la personne qui la donne est effectivement diplômée. Donc, je presse un peu pour ma paroisse, mais les diététiciens, nutritionnistes, déjà, quand c'est coach en nutrition où on ne voit pas les diplômes, il vaut mieux éviter de s'y fier. Donc, généralement, quand c'est des personnes qui s'expriment et qui sont diplômées, on peut en tout cas avoir plutôt confiance. Après, sur le cancer, il y a pas mal de sites qui sont intéressants. Il y a le site du NACRE, N-A-C-R-E, qui est une branche de je ne sais plus.
Mais bref, le site du NACRE qui est plutôt... Je mettrai vous allez regarder là dans la description juste en dessous, il y a les liens qui apparaissent. Il y a l'ANCA aussi qui est pas mal. Il y a le site du Centre Léon Bérard, donc cancer-environnement.fr, où pareil, il retrace pas mal de choses avec des sources fiables, toujours basées sur des études scientifiques. En fait, c'est ça qu'il faut chercher. Le NACRE, c'est pas mal parce que c'est assez vulgarisé. Qu'on soit patient, qu'on soit proche ou qu'on s'informe. C'est les études scientifiques qui sont simplifiées sur les questions classiques qu'on peut se poser, les compléments alimentaires, le sucre, le jeûne, les choses comme ça. Et c'est simplifié, donc je pense que c'est pas mal, ne serait-ce que si on veut aider quelqu'un ou nous se renseigner, c'est bien et c'est surtout très fiable. Et après, d'un point de vue plus général pour l'alimentation, je pense que déjà sur le site de l'ANSES et mangerbouger.fr, c'est des recommandations, c'est les recommandations françaises et c'est pareil, assez vulgarisé. Mangerbouger.fr, il y a des petits conseils, ça explique un peu ce qu'est les légumes secs, combien il faut en manger, c'est assez bien fait quand même, je trouve. Ok, donc n'hésitez pas à jeter un œil sur tous ces liens, ces supports pour en savoir un petit peu plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les poser, puisque je pense que ça nécessitera de faire un deuxième épisode sur l'alimentation. Et puis, vous pouvez aussi aller voir le compte Instagram de Mathilde. Et j'imagine que c'est vraiment l'endroit où on peut trouver un peu les informations. Ou t'as d'autres sites? Oui, j'ai mon site internet après. Et puis ton site internet, vous pouvez tout retrouver dans la description. Ça devrait vous occuper pendant un certain temps. N'hésitez pas donc à poser vos questions. Moi, j'ai une dernière question à te poser. Ouais. C'est toi, tu fais quoi comme sport? Je sais que tu courais un moment, je sais pas où t'en es. Qu'est-ce que tu fais là? Je cours, toujours. Donc j'ai mis en pause vu que j'ai eu un bébé il y a pas très longtemps, mais du coup là j'ai repris un peu la course à pied et j'ai ajouté une séance de renforcement, chose que je faisais pas du tout avant, qui était pas très bien quand je faisais mes courses. Donc là je fais ça, course à pied et voilà, et je prépare un marathon du coup pour l'année prochaine. Waouh. Voilà. Ça y est, ça repart de ça repart. Et il me fallait un petit objectif sportif, là, j'en avais besoin, donc c'est parti. Excellent. Eh bien, écoute, je te souhaite un bon marathon. J'espère que tu communiqueras un petit peu dessus. Ouais. Je te soutiendrai autant que possible. C'est gentil. Et puis, moi, j'essaye aussi de me remettre à la course, donc je vois. Mais je vise pas le marathon pour l'année prochaine. J'y vais un peu plus doucement. Écoute, je suis ravie qu'on ait pu échanger ensemble sur toute cette heure-là, sur cet épisode. Et puis... écoute, je te souhaite une bonne continuation pour la suite. Merci. Et à très vite. Merci, à bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. Enfin, presque. Avant de partir, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est quelle est la chose que vous pourriez retenir de cet épisode? Et la deuxième, à qui vous pourriez la raconter? En partageant ce podcast et en lui attribuant la meilleure note possible, vous inspirerez d'autres personnes à être plus actives. Et comme votre avis compte beaucoup pour moi, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, j'essaierai de vous répondre. À bientôt!